Bonjour à tous, avant de commencer, un petit mot rapide. En janvier, il y a 2 rendez-vous importants qui reprennent. D'abord, le club de lecture de romans policiers, où on lit ensemble, on analyse, on discute, on travaille le vocabulaire et les nuances du français réel vivant. Lire, comprendre, s'exprimer, tout est lié. Attention, il n'y a que 2 places de disponibles. Et ensuite, le groupe Grammaire en parlant, 2e édition. Donc c'est de la grammaire de niveau intermédiaire avancé, mais utilisée à l'oral, qui est intégrée, qui est automatisée. De la grammaire, oui, mais appliquée à l'oral. Et il ne reste que 3 places. Attention, ce sont des groupes à effectifs limités. Il y a très peu de places. Si tu veux bien commencer ton année 2026 en français, envoie-moi un message à hello@eouionline.com ou viens faire un tour sur mon site internet eouionline.com. De toute façon, je laisse les liens en description. Bonne écoute. Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de l'année, j'ai choisi de proposer un Q&A il y a quelques semaines et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc Q&A en anglais, en français on dirait un question-réponse. Alors il y a un peu de tout, il y a de la grammaire, du vocabulaire et donc je suis sûre que cet épisode, un peu plus relax, t'aidera dans ton apprentissage du français. Et je suis désolée, je pense que tu entendras les chiens dehors. C'est aujourd'hui, donc la semaine a été extrêmement chargée. Je pense que pour tout le monde c'est la même chose. C'est vraiment la course avant Noël. Et aujourd'hui, donc on est samedi matin, et c'est le seul moment de la semaine où je peux tranquillement, entre guillemets, enregistrer mon épisode, mais il y a malheureusement le chant, c'est pas le chant des oiseaux que tu entendras, ce sera les aboiements des chiens. Donc c'est pas très sexy. Donc excuse-moi encore pour le dérangement. Donc on sera accompagné des voisins, des chiens des voisins aujourd'hui. Ensuite, question de Béatrice, qui est une de mes élèves. Béatrice me demande de parler des différences entre la célébration de Noël et du Nouvel An en France et au Mexique. Alors effectivement, c'est très différent. Alors premièrement, pourquoi j'aime bien les Noëls au Mexique? Parce que je trouve que c'est le Noël plus simple. Alors bien sûr que ça dépend des familles, mais je trouve qu'en France, on est un peu plus axé sur le matériel. Voilà, un peu la pression aux cadeaux. On est un peu obligé d'offrir de beaux cadeaux en France. Je pense que chaque famille est différente, mais c'est vrai que la dernière fois que je suis allée en France à Noël, c'était en 2021, je crois, 2021. Et je trouvais qu'il fallait un peu offrir pour offrir. Voilà, il y avait un peu la pression du cadeau. Alors qu'au Mexique, il y a moins de moyens. Les gens ici gagnent moins d'argent qu'en France. Et donc, c'est plus simple. Et il y a plus quand même, il y a moins cette pression du cadeau. Et plus, on se concentre plus sur le plaisir de passer du temps ensemble. Et moi, pour moi, Noël, c'est ça. Pas les cadeaux, c'est le plaisir d'être ensemble. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Noëls donc on fête les Noëls chez ma belle-mère. Mes beaux-parents sont divorcés. Et j'adore, déjà parce que ma belle-mère cuisine, c'est délicieux ce qu'elle cuisine. Elle cuisine très bien, les tables sont très belles. Et on se retrouve assez tard dans la soirée parce que ma belle-sœur fête la première partie de la soirée chez sa belle-famille. Et ensuite, elle nous rejoint plus tard. Donc on commence le dîner assez tard, vers 21h, 22h. Mais il y a vraiment cette ambiance où on a envie de passer du temps ensemble, et c'est le plaisir. Alors qu'en France, je trouve qu'il y a quand même plus cette pression un peu du cadeau et du matériel. Mais ça, c'est juste une impression personnelle. Je ne veux pas généraliser à toutes les familles françaises. Et au Mexique, la grande différence, ce qui n'existe pas en France, ce sont las posadas. Donc les posadas, c'est entre le 16 et le 24 décembre. C'est recréer la demande d'hospitalité de Marie et Joseph en décembre. Et les Mexicains ont réadapté cette demande d'hospitalité à leur manière. Entre le 16 et le 24 décembre, alors il y a plusieurs types de posadas. Il y a maintenant les collègues de travail, donc il y a la posada du travail, la posada entre amis.
Et en général, ce qui se fait, c'est qu'on invite chez quelqu'un où on loue un endroit où les Mexicains vont chanter. Donc il y a beaucoup de karaoké, il y a aussi des groupes de musique, il y a des jeux et il y a aussi la piñata. Et alors il y a la piñata pas forcément dans toutes les posadas, mais en général dans les posadas de travail ou dans les plus grands groupes, on va avoir la piñata. À l'intérieur il y a des bonbons. Il y a une étoile avec 7 pics et les 7 pics représentent les 7 péchés capitaux. Et on rompt la piñata, on rompt la piñata avec un bâton. Et ça aussi, ce type de posada, c'est vraiment une excellente excuse pour se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule, c'est une expression familière pour dire être ivre, boire beaucoup d'alcool et faire la fête. Par exemple, hier soir, justement, mes voisins d'en face ont fait une posada et c'était vraiment le bordel. C'est même pas chanter qu'ils faisaient, c'était crier dans le micro. Ils ont aussi, pendant 2 heures, c'était insupportable. Il y avait un groupe de musique qui s'appelle Bandas. Alors Bandas, ça c'est c'est très populaire dans le nord du Mexique. Pour moi, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Bien sûr que c'est tout à fait subjectif, mais si on vient pas du Mexique, je pense que c'est quand même très compliqué d'apprécier ce type de musique. Je sais que dans le sud du Mexique et au centre, ils aiment quand même beaucoup moins ce type de... Je sais qu'à la capitale, ils aiment beaucoup moins ce type de musique. Ça, c'est très, très norteño, comme on dit en espagnol. Ça vient du nord du Mexique. Et c'est vraiment de la trompette. Pour moi, c'est pas de la musique. Et c'était vraiment assez désagréable. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que je m'adapte. Et il y a aussi d'autres types de posada. Dans le centre, par exemple, là, j'ai vu, il y a quelques jours, au centre-ville, le soir. Là, c'est vraiment religieux. C'est vraiment recréer l'hospitalité que demandaient Marie et Joseph. Et ils chantent des chants qui sont vraiment dédiés à la posada. Donc, c'est des chants chrétiens, des chants religieux. Et on voit aussi, je voyais un grand portrait de Marie. Et il y avait aussi des crèches. Donc la crèche, c'est les petits personnages représentent Marie, Jésus, Joseph et les animaux. En parlant maintenant dans l'aspect culinaire, il y a beaucoup de choses que j'aime de Noël au Mexique, c'est les tamales. Les tamales, c'est vraiment délicieux. Les tamales, c'est de la farine de maïs et avec de la garniture à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de garnitures différentes. Donc il y a des frijoles. Frijoles, ce sont des pois. En anglais, c'est kidney beans. C'est délicieux. Il y a aussi du porc. Enfin, c'est compliqué d'expliquer. Je te recommande, si tu veux y jeter un coup d'œil, tamales sur Internet, c'est délicieux. J'adore les tamales à Noël. C'est cuit à la vapeur, c'est vraiment bon. Ensuite, comme boisson, j'adore el ponche. J'adore le ponche. C'est de la cannelle, il y a la fleur d'hibiscus, du sucre, des pommes, de la goyave, des poires, des oranges. C'est sucré, c'est un thé. C'est une sorte de thé, mais c'est vraiment délicieux et on le fait vraiment plus spécifiquement à l'époque de Noël. J'ai fait un épisode avec Amélie, c'est l'épisode 116 sur Noël. Si tu veux l'écouter ou le réécouter, je te mets le lien en description. Ensuite, une autre question de Béa. Comment utiliser l'expression au fur et à mesure ? Au fur et à mesure, ça signifie progressivement. Par exemple, on ajoute les fruits au ponche au fur et à mesure. Ou alors, au fur et à mesure qu'il prend des cours, il a confiance en lui. Donc, au fur et à mesure, ça signifie progressivement. On pourrait plus ou moins traduire en espagnol, Béa, cette expression comme conforme a. Voilà, conforme a, que está tomando clases, está teniendo más confianza en sí mismo. On pourrait dire ça. Ensuite, Béa me demande aussi de parler de l'inversion du verbe et du sujet. L'inversion du verbe et du sujet à l'oral n'est pas du tout naturelle en français. Avant, oui, mais ça, c'est un peu vieille école. Par exemple, quel âge as-tu ? Non, on dit plus ça en français. On dit quel âge tu as ou tu as quel âge ? Mais on n'utilise plus à l'oral l'inversion du verbe et du sujet. Donc, mon conseil, ce serait que tu ne l'utilises pas à l'oral. On pourrait l'utiliser quand on n'est pas sûr. Tu sais qu'on peut utiliser avec l'inversion du verbe et du sujet le subjonctif. Mais là, c'est quand même assez formel. Par exemple, crois-tu qu'il faille vraiment partir aussitôt ? Crois-tu qu'il faille vraiment partir aussitôt ? Alors, c'est très joli, mais c'est quand même assez formel. Et là, ça montre le doute. Si tu veux le dire de manière plus naturelle et moins
Dans un français plus courant, tu pourrais dire tu crois vraiment qu'on doit partir aussitôt? Là, c'est plus naturel. Et là, dans un vocabulaire, dans un registre plus soutenu, crois-tu qu'il faille vraiment partir aussitôt? Mais là, c'est quand même plus soutenu. Ensuite, dernière question de Béa que je trouvais super mignonne. Est-ce qu'on a le droit de tremper le croissant dans le café ou par exemple du chocolat au lait? Alors, en théorie, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve ça dégueulasse parce que c'est par rapport à la texture. Moi, je suis très très sensible à la texture des aliments et je ne tremperai. Tremper, c'est mettre quelque chose qui va s'absorber avec du liquide. Donc tremper le croissant dans du café, non parce que je bois pas de café, mais dans du chocolat au lait, jamais de la vie, parce que je trouve ça dégueulasse en fait la texture. Moi le croissant c'est, je ne le tremperai jamais dans du chocolat au lait par exemple. Il y a des Français ce qu'ils font beaucoup, c'est tremper leur pain beurre dans le café ou même aussi dans le chocolat. Moi je trouve ça absolument immonde, ça c'est venir dégoûtant, parce que j'aime pas la texture. Mais tu peux très bien tremper ton croissant dans du café ou du chocolat au lait sans problème. C'est pas très glamour, mais il y a beaucoup de Français qui le font. Ensuite, quelques questions de Nina, qui est aussi élève dans le club de lecture de romans policiers. Alors Nina, là, tu m'as vraiment posé une colle avec ta question. Poser une colle, ça signifie qu'on ne sait pas y répondre, et j'ai dû faire des recherches. Alors la question de Nina est, quelle est la différence entre donc et alors? Et franchement, ça m'a donné un mal de tête. Et là, franchement, c'était difficile d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre et j'ai dû faire des recherches parce que même nous, les Français, on fait pas vraiment la différence entre donc et alors. Et il y a même des Français qui vont dire alors donc ou donc alors. Alors, je vais essayer d'y répondre. Alors signifie dans ces conditions, en conséquence. Par exemple, et il y a un sens chronologique. Par exemple, la réunion est annulée, alors je m'en vais. Le alors ici, vous voyez, il y a une logique de chronologique. Conséquence, en ce cas ou dans ces conditions, la réunion est annulée, dans ces conditions, je m'en vais. La réunion est annulée, alors je m'en vais. Le donc exprime aussi une conséquence, mais ce sera plutôt la conclusion d'un raisonnement, la conséquence d'une affirmation. Par exemple, ils ont divorcé, donc ils ne vivront plus dans la même ville. D'accord? Là, il y a eu un raisonnement. Alors que dans l'autre phrase, la réunion est annulée, alors je m'en vais. C'est pas forcément un raisonnement, c'est plus une chronologie dans ces conditions. Avec donc, il y a peut-être plus cette notion de raisonnement, mais c'est vraiment similaire. Nous, quand on va parler, on va même pas forcément faire on va même pas réfléchir forcément à ça. Mais si on essaye de comprendre grammaticalement la nuance, voici les nuances entre alors et donc. Mais même nous, les Français, on ne la fait pas vraiment. Ensuite, Nina me demande d'expliquer l'expression « tu m'étonnes ». Tu m'étonnes, c'est quelque chose qu'on utilise énormément, c'est ironique. C'est dire le contraire de ce qu'on pense. Par exemple, quelqu'un me dit « Ah, j'ai dormi seulement 3 heures aujourd'hui, je suis fatiguée. » Et moi, je vais dire « Ah bah, tu m'étonnes. » Tu peux dire « tu m'étonnes », mais si tu veux vraiment être... naturellement, en français, on pourrait dire « ah bah », l'interjection « ah bah ». « Ah bah, tu m'étonnes ». Ça signifie que je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné, parce que c'est une évidence. Tu as dormi seulement 3 heures, donc tu es fatigué. Donc tu peux dire je ne suis pas étonné, ou alors le contraire de manière ironique, ah bah tu m'étonnes. Voilà, donc tu m'étonnes, c'est quand tu dis le contraire de ce que tu penses et que tu n'es pas surpris. Ensuite, Nina me demande de partager ma poésie française préférée. Donc, pendant mon année de licence, j'ai vraiment étudié beaucoup la littérature. La poésie, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais je vais quand même partager une poésie que j'aime beaucoup. Et surtout, des formations professionnelles, surtout pour mes apprenants de français, pour travailler les nasales. J'adore cette poésie. Je vais te la lire et je vais t'expliquer pourquoi j'aime cette poésie. Le poème est Chanson d'automne de Paul Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand, sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là, pareil à la feuille morte. J'aime beaucoup ce poème parce que déjà on peut travailler les nasales en profondeur et il y a une mélodie grâce aux nasales qui rend ce poème particulièrement touchant parce qu'on comprend la monotonie,
un peu la tristesse de l'automne. Les nasales traduisent cette sensation de monotonie et peut-être de la tristesse de l'automne. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette poésie. Et Nina me demande quelle est aussi ma chanson française préférée. Il y a 2 chansons que j'aime beaucoup. La Bohème de Charles Aznavour. À chaque fois que j'entends cette chanson, je ne sais pas pourquoi, le début de la chanson, j'ai la chair de poule. C'est une chanson qui me touche énormément. Est-ce que les paroles me touchent? Bon, la mélodie me touche énormément, vraiment, la musique et la mélodie me touchent. Et cette chanson aussi me touche avec ses paroles parce qu'il y a cette nostalgie de l'époque parisienne, du monde artistique. J'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Il y a une autre chanson qui me touche énormément et là, c'est vraiment par rapport aux paroles. C'est Ma liberté de Reggiani, de Serge Reggiani. Cette liberté, alors, et cette chanson me touche énormément parce que elle a vraiment représenté une grande partie de ma vie avant que je rencontre mon mari. La liberté de voyager, la liberté de partir, la liberté de ne s'attacher à rien. Et à la fin, le chanteur dit qu'il a troqué, c'est a quid pro quo, il a troqué sa liberté pour une prison d'amour. Et ça représente vraiment ma vie, parce que moi j'ai voyagé beaucoup, j'ai habité dans plusieurs pays différents, et j'allais partir du Mexique. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un épisode de podcast sur ça. Peut-être pour la Saint-Valentin, j'en parlerai. Et donc, j'allais partir, au bout de 2 ans au Mexique, j'allais quitter le Mexique parce que financièrement, c'était extrêmement compliqué comme professeur de français dans les écoles. Et j'allais partir en Asie, prendre un congé sabbatique de quelques mois pour travailler, j'ai fait du bénévolat comme volontaire avec les éléphants dans une association au nord de la Thaïlande à Chiang Mai. Et juste avant de partir, quelques mois avant de partir ou quelques semaines avant de partir, je rencontre mon mari. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté mon voyage, on l'a fait ensemble, mais ensuite je suis revenue au Mexique. Donc j'habite au Mexique. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon mari avant de partir. Et cette chanson représente ce que moi j'ai vécu. Cette liberté de n'appartenir à aucun endroit, de ne pas être non plus, de ne pas avoir trouvé la bonne personne. Et cette chanson est vraiment très très belle. Et je vais te la partager. J'ai envie de te lire la chanson qui est vraiment un poème. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble lorsque, sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Donc voilà, à la fin, et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. La geôlière, c'est la personne qui surveille la personne emprisonnée. Et cette chanson représente ce que moi j'ai senti pendant des années avec cette liberté de partir et de voyager. Et Nina, tu disais que tu as beaucoup aimé l'interprétation de Céline Dion pour les Jeux Olympiques, mais je ne sais pas si tu as entendu, il y a cette rumeur. Ça n'a pas été vérifié, mais la rumeur que Céline Dion a chanté en playback ce soir-là. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a eu cette rumeur que c'était impossible. Il y a eu des analyses de professionnels qui disaient que c'était impossible d'avoir chanté comme ça, dans ces conditions-là, le soir des Jeux Olympiques. Mais bon, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Et dernière question de Nina. Nina demande quelle est la différence entre l'expression « tu ne perds rien pour attendre » et « tu ne perds rien à attendre ». Alors ici, il y a une grande différence. « Tu ne perds rien pour attendre » est une expression idiomatique.
On va dire ça, on peut dire ça pour les enfants, et ça signifie tu vas voir ce que tu vas voir. Autre expression idiomatique qui signifie la même chose. Ces deux expressions, tu ne perds rien pour attendre, ou tu vas voir ce que tu vas voir, c'est une conséquence différée négative, comme une punition. Par exemple, mon fils se comporte mal dans un magasin, et je vais lui dire tu ne perds rien pour attendre. Là, peut-être que, ou alors tu vas voir ce que tu vas voir. Peut-être qu'il y aura une punition en rentrant à la maison, peut-être qu'il sera privé de télévision. Voilà, donc ça c'est conséquence négative qui est différée. Et tu ne perds rien à attendre, ici ce n'est pas du tout du sens figuré, c'est littéral. C'est par exemple un conseil. Tu ne sais pas quelle décision prendre, il n'y a pas de pression, tu ne perds rien à attendre. Voilà, là c'est vraiment expression littérale, tu ne perds rien à attendre, sois patient, il n'y a pas de pression pour prendre de décision. Et la deuxième, par contre, c'est tout à fait figuré, tu ne perds rien pour attendre, conséquences négatives différées. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère t'a plu et t'aidera dans ton apprentissage du français. Exceptionnellement, cette année, j'avais envie de proposer des épisodes en rediffusion. J'ai analysé, il y a 12 épisodes de pure grammaire et conjugaison depuis le début du podcast des Oui. Je propose de rediffuser ces épisodes pour que tu restes en contact avec le français, avec des points de grammaire. C'est toujours bon de écouter ou réécouter ces épisodes pour t'aider et voir où tu en es avec la grammaire et la conjugaison en français. Donc ces 12 épisodes seront disponibles tous les jours à partir du 24 décembre. Donc l'épisode revient début janvier, je ne sais pas exactement quand parce que je vais avoir une opération, j'espère que tout se passera bien. Et dès que j'irai mieux, dès que j'aurai récupéré de mon opération, les épisodes de podcast reprendront. Je te souhaite un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et on se revoit en 2026. À très bientôt.